La ville la nuit. Entretien avec Samuel Chaléa. Alors moi, je suis effectivement chercheur en géographie, mais avant d'être géographe, dans mon adolescence et puis dans mes premières années d'études, j'avais une activité d'astronome amateur et plus particulièrement aussi d'animateur scientifique en astronomie, dans les écoles, etc. Donc voilà, je passais beaucoup de temps à... J'étais membre de la Société astronomique de Bourgogne à Dijon et je passais beaucoup de temps à faire des animations dans les écoles avec un planétarium gonflable, etc. Donc dans ce milieu de l'astronomie, on pourra peut-être en discuter, mais voilà, c'est ce milieu de l'astronomie qui a fait émerger le problème de la pollution lumineuse au niveau mondial, puisque les astronomes se sont rendus compte qu'en fait ils perdaient l'accès visuel au ciel nocturne. Et donc j'étais sensibilisé à cette problématique de la pollution lumineuse. Mais mon approche universitaire, académique de la question de la nuit et de la pollution lumineuse, donc finalement de la dégradation de l'obscurité sous l'effet de l'utilisation de l'éclairage artificiel, elle est arrivée un petit peu par hasard en fait avec la rencontre avec un directeur de laboratoire, André Larsonneux, l'ancien directeur du laboratoire TEMA à Dijon, laboratoire du CNRS, qui connaissait mon intérêt pour l'astronomie et puis qui au moment de commencer mon Master 2 en géographie et aménagement du territoire, m'a dit est-ce que ça t'intéresserait qu'on essaye de travailler sur la question de la pollution lumineuse. Et moi, au début, très naïvement, je me disais mais ça n'a rien à voir avec la géographie, c'est un problème d'astronome, c'est un problème ensuite des écologues, des médecins pour les aspects sanitaires, etc. Mais qu'est-ce qu'un géographe va pouvoir apporter là-dessus? Et effectivement, en y réfléchissant ensemble, on s'est dit la pollution lumineuse, elle est générée par l'usage de lumière artificielle dans les villes, dans les zones, dans les agglomérations, dans les zones urbanisées. Et l'éclairage artificiel, du coup, est un outil d'aménagement du territoire. Voilà. Et à partir du moment où on étudie un outil d'aménagement du territoire ou un instrument d'aménagement du territoire, on rentre dans le champ de la géographie et de l'aménagement. En fait, comme dans tout type de pollution, tu as des espaces d'émission de la pollution, qui sont des espaces qui vont émettre la pollution, donc plutôt les villes, les zones urbanisées, et puis des espaces de réception de la pollution. Qui peuvent être, l'imbrication. Ces deux types d'espaces peuvent être imbriqués, ils peuvent être au contraire très distants les uns des autres. Enfin, il y a des jeux un peu compliqués au niveau spatial, au niveau des jeux d'échelle, etc., des jeux d'échelle temporelle aussi. Mais il m'a paru nécessaire, en fait, pour ce premier travail au niveau à l'échelle nationale, premier travail universitaire sur la problématique de la pollution lumineuse, de focaliser sur les espaces d'émission de la pollution lumineuse et donc les espaces urbains. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé à travailler sur la question de la ville nocturne, mais en prenant un petit peu le contre-pied de ce que certains collègues géographes, je pense notamment à Jean-Michel Deleuil, à Luc Gadzinski, faisaient par rapport au regard qu'ils portaient sur la ville nocturne à l'époque. Donc eux, ils avaient plutôt un regard aménagement classique, on va dire, où pour eux, l'éclairage urbain était de facto un objet d'aménagement en termes positifs. Ils s'appréhendaient en termes positifs pour valoriser la ville nocturne, pour faciliter les déplacements, pour faciliter la sécurisation des biens, des personnes, pour mettre en valeur l'architecture urbaine, mettre en valeur les aspects urbanistiques des villes, etc., etc. Et moi j'ai pris un petit peu le contre-pied en disant ça c'est acquis, effectivement, il y a des aspects positifs à l'éclairage artificiel, c'est indéniable. Moi-même en tant qu'urbain, j'étais le premier content quand je vais boire un verre, quand je viens visiter une ville que je connais pas comme Lyon, que je connais pas trop, de pouvoir voir des bâtiments bien éclairés, etc. Mais il s'agissait de s'écarter un petit peu, de prendre du recul par rapport à ces aspects positifs et de dire oui, il y a des aspects positifs, mais soyons capables aujourd'hui de regarder aussi les aspects négatifs qui sont portés par des nouveaux acteurs, on en parlera peut-être, qui vont essayer de rentrer dans la gouvernance de l'éclairage urbain pour dire l'éclairage n'est pas que porteur de positivité. L'éclairage a aussi des coûts, alors des coûts financiers bien sûr, mais aussi d'autres formes de coûts, des coûts socioculturels, avec la perte de la vision du ciel étoilé par exemple, avec la perte d'un rapport expérientiel à l'obscurité,
et à tout ce que l'obscurité permet d'observer, donc le ciel étoilé, l'écoute des bruits de la faune nocturne, des sensations plus personnelles, hein, la peur par exemple, l'expérimentation de la peur du noir. C'est difficile d'expérimenter la peur du noir aujourd'hui dans une ville, quoi. Il n'y a pas d'endroit qui soit complètement noir. Alors je peux vous garantir que quand tu fais du terrain au fin fond des Pyrénées, dans les vallées ariégeoises du Vic de Sceaux, quand il fait nuit, quoi. La nuit de nouvelle lune, donc même moi qui connais bien la nuit, des fois quand je vais maniper avec des collègues écologues, etc., et puis qu'il y a des bruits autour, c'est pas toujours très, très rassurant. Donc voilà, cette expérimentation de la peur du noir, elle est nécessaire. Donc des coûts socioculturels, des coûts écologiques, et puis des coûts sanitaires. Donc ça, c'est mon rapport à la nuit, en fait. Voilà, c'est une espèce de convergence entre un intérêt personnel et puis une opportunité académique de la recherche universitaire. Dans l'éclairage artificiel, il y a une dimension de valorisation urbaine. Et cette dimension de valorisation urbaine, elle a été très importante dans les années 80, au moment où les villes sont rentrées un petit peu en concurrence les unes par rapport aux autres, hein, une période de décentralisation. Donc il fallait que les villes attirent de la population, attirent des services, etc. Et donc il y a une espèce de surenchère dans le marketing urbain. La lumière, l'éclairage urbain, ou ce que certains ont commencé à appeler la lumière urbaine, ou la scénographie lumière urbaine, a joué un rôle très très important dans ce marketing urbain. Et Lyon est l'archétype de la ville qui s'est positionné sur ce créneau, avec des bâtiments effectivement très bien mis en valeur par la lumière, etc. Ceci étant, il y a effectivement dans les années 70 une espèce de retour de la pensée environnementale, de la prise de conscience environnementale, concomitante au rapport du Club de Rome, au rapport Meadows, sur le problème de la croissance, sur le problème du monde fini, concomitante aussi à l'exploration spatiale, où on se rend compte qu'on a les premières images de la Terre, la fameuse bille bleue, hein, Blue Marble, l'image de la NASA, qui nous fait prendre conscience qu'on vit sur un monde fini et que les ressources ne vont pas être inépuisables. Donc on a comme ça un contexte de pensée environnementale, et dans ces années-là, les astronomes amateurs vont tirer la sonnette d'alarme et disent on a un nouveau problème environnemental, c'est la pollution lumineuse. Et ils vont tout de suite utiliser le terme de pollution. Alors même que si normalement on réfléchit un petit peu sur le terme, du point de vue des astronomes amateurs, on n'est pas sur une pollution, on est sur une nuisance, parce qu'on ne dégrade pas directement le bien physique, les étoiles, hein, mais on dégrade l'accès au bien. On empêche de voir les étoiles. On ne dégrade pas les étoiles qui, elles, sont à des millions, des milliards de kilomètres, donc ne sont pas trop impactées par les quelques lampadaires à la surface du sol, mais on dégrade l'accès. Bref, ils vont se saisir d'un nouveau bien, le ciel étoilé, et dire on est en train de perdre ce bien. Voilà, on a un nouveau problème environnemental, nous on l'appelle pollution lumineuse, et il nous emmerde, parce qu'on est astronome amateur, parfois astronome professionnel aussi, hein, il y a des liens entre l'astronomie amateur et l'astronomie professionnelle, mais c'est surtout le milieu amateur qui va se mobiliser, et qui va dire on a trop éclairé, on éclaire trop. Donc il y a une espèce d'une idée d'un seuil qu'on aurait passé, d'un trop-plein. Voilà. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Les astronomes amateurs ne remettent pas en question le fait d'éclairer la ville. Beaucoup d'astronomes amateurs sont eux-mêmes des urbains, et eux-mêmes, quand ils se rendent sur leur lieu d'observation, ils n'y vont pas en éteignant les phares, quoi. Voilà, ils mettent les phares, ils sont comme tout le monde, quoi. Quand ils vont faire leurs observations en pleine campagne, etc. Mais il y a l'idée de on peut mieux éclairer. Et dans ce mieux, il peut y avoir du moins, en fait. Donc ça rejoint la pensée de la décroissance qui émerge aussi à cette époque. Voilà. Le mieux peut être le moins. Donc là, on a passé un seuil, on éclaire trop vers le ciel. Donc redirigeons les lampadaires vers le sol, là où on a besoin de la lumière. Et puis, un petit peu piqué par ce mouvement des astronomes amateurs, les écologues scientifiques vont se mettre à faire des recherches et à regarder aussi les effets de l'éclairage artificiel nocturne sur certaines espèces animales, par exemple les oiseaux migrateurs, par exemple les papillons de nuit, les insectes, les chauves-souris. Voilà, et vont se rendre compte que sur ces groupes d'espèces où l'éclairage artificiel nocturne a aussi des effets négatifs en termes de désorientation,
voilà, en termes d'attraction, de répulsion. On a tous allumé une lampe en faisant un barbecue l'été et puis on se rend compte au bout de 5 minutes qu'il y a des insectes qui tournent autour de la lampe. Voilà. Ça, c'est un phénomène d'attraction par l'éclairage artificiel nocturne. Certains insectes sont complètement obnubilés par la lumière et vont être attirés par cette lumière. D'autres insectes vont fuir la lumière artificielle. Donc, en tout cas, les écologues vont très vite montrer qu'à partir du moment où on insère de l'éclairage artificiel dans un milieu qui en était naturellement dépourvu, l'éclairage, on le nomme artificiel, il porte bien son nom, il est artificiel, c'est que naturellement il n'est pas dans le milieu, et on crée des déséquilibres et on perturbe la faune. Ensuite, des travaux dans les années 90-2000 ont montré qu'on perturbait également la flore sur les risques, les cycles de croissance. Et puis plus récemment, on montre les liens entre faune et flore par l'intermédiaire des effets de l'éclairage artificiel nocturne sur les insectes pollinisateurs. Donc une moindre pollinisation dans certaines conditions de suréclairage, etc. Voilà. Et puis dans les années 2000, donc là on est la saisie de la question par les écologues, on est dans les années 80-90, où ça prend véritablement son essor. Il y avait des travaux avant, bien sûr, mais en gros on peut retenir années 70, 60-70 en France, saisie du problème par les astronomes, années 80, saisie du problème par les écologues, et puis années 90-2000, saisie du problème par un nouveau champ de savoir qui est le champ de la médecine, et notamment de la médecine chronobiologique, donc un type d'étude médicale qui apparaît dans ces années-là, qui va s'intéresser au rythme naturel, au rythme de sécrétion, notamment des hormones dans le corps humain. Ce champ de la recherche, il apparaît aussi dans un contexte très, très particulier, qui commence à être la dislocation des rythmes quotidiens de tout un chacun, entre la frontière entre les heures de travail, les heures personnelles, entre la semaine, le week-end, etc., commence à être un petit peu chamboulée par l'usage par l'arrivée des technologies de l'information et de la communication. Donc les médecins se rendent compte qu'on a des rythmes de plus en plus disloqués, et dans cette dislocation, dans ce qui participe de cette dislocation de nos rythmes quotidiens, du point de vue sanitaire, il y a l'éclairage artificiel nocturne qui fait qu'on est soumis à des niveaux de lumière anormalement élevés, non présents naturellement dans l'environnement, y compris le soir et la nuit. Et donc ils vont se mettre à faire des études sur l'impact de l'éclairage artificiel nocturne sur notre santé, et ils vont très vite montrer qu'on sécrète la nuit parce qu'on est exposé à des niveaux d'obscurité suffisamment élevés. On sécrète normalement dans l'obscurité une hormone, la mélatonine, dont la sécrétion s'arrête si on est soumis à des niveaux de lumière trop importants. Si on est soumis à de l'éclairage artificiel, on ne sécrète plus de mélatonine, ou on la sécrète moins bien, on la sécrète trop tôt, trop tard, bref, on décale, on perturbe la sécrétion de cette hormone. Et la mélatonine, c'est ce qu'on appelle une hormone chronobiotique, c'est-à-dire que, en cascade, une fois que le corps la sécrète, il y a un signal qui arrive au cerveau qui dit « Ok, la mélatonine est sécrétée, donc maintenant, j'envoie le signal pour tout un tas d'autres processus physiologiques, biochimiques, etc. » Par exemple, l'abaissement de la température corporelle durant la nuit. Notre corps doit se refroidir un petit peu durant la nuit. Cette espèce de machinerie qu'il faut un petit peu refroidir. Le métabolisme osseux, le métabolisme sanguin, etc. Bref, tout un tas de processus physiologiques qui jouent sur la qualité du sommeil, qui jouent sur le stress, la sécrétion du cortisol, l'hormone du stress, qui jouent sur la prise de poids. Bref. Et puis, la médecine va aussi montrer l'importance de la mélatonine, toujours cette hormone qu'on ne sécrète que si on est dans l'obscurité, la plus totale dans l'idéal, et qu'on ne sécrète plus si on est sous l'éclairage artificiel. Les médecins vont montrer que cette hormone, elle est antioxydative sur certaines cellules cancéreuses, donc elle retarderait l'apparition, elle pourrait freiner, et là vous voyez que je parle au conditionnel,
parce que c'est des études en cours, mais en tout cas, voilà, on commence à avoir un faisceau de preuves qui montre que la mélatonine peut freiner le développement de certains cancers, notamment le cancer du sein chez la femme et le cancer de la prostate chez l'homme. Donc le lien entre lumière artificielle nocturne et cancer, ou tout du moins carcinogénèse, démarrage de l'apparition de certains cancers, quelque chose qui est en train d'être étudié, mais on commence à avoir des hypothèses là-dessus. Aujourd'hui, les territoires se saisissent du problème de la protection de l'environnement nocturne. Et pour faire la protection de l'environnement nocturne, plusieurs territoires passent par la mise en marché aussi de nouveaux produits touristiques liés à un environnement nocturne préservé et de qualité. Donc, il y a des associations, notamment une association nord-américaine, l'International Dark Sky Association, l'association internationale de protection du ciel étoilé ou du ciel sombre, selon la traduction qu'on utilise, a créé des outils en termes d'aménagement du territoire, des labels territoriaux, comme les réserves internationales de ciel étoilé qu'on a autour du pic du Midi dans les Pyrénées, ou plus récemment au sein du parc national des Cévennes, qui sont des outils prévus à la base pour protéger et pour valoriser la qualité de l'environnement nocturne sur le territoire labellisé, la qualité d'accès au ciel étoilé. Mais ces outils ont aussi une dimension très fortement marketing, touristique. Voilà. On ne fait pas un label, on n'affiche pas un label sur un territoire juste pour dire qu'on fait de la protection de l'environnement nocturne. On affiche le label aussi pour faire venir un nouveau tourisme, une nouvelle forme de tourisme sur le territoire. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit que même dans les processus de lutte contre la pollution lumineuse, il faut en passer cette espèce de passage obligatoire par la mise en marché, sinon ça n'intéresse pas les territoires. Parce qu'on pourrait faire de la protection de l'environnement nocturne sans mise en tourisme, sans label territorial, sans promotion marketing territorial. Mais c'est compliqué de convaincre les élus de bouger si on ne leur donne pas une carotte, quelque part, entre guillemets, un label qu'ils vont pouvoir utiliser politiquement en disant « Regardez, on a valorisé le territoire et en même temps on fait des efforts pour l'environnement ». Donc ça, c'est une question c'est une petite question un peu poil à gratter, notamment dans le milieu de la protection de l'environnement nocturne, où finalement la fin justifie les moyens, et s'il faut passer par la mise en tourisme à outrance pour protéger l'environnement nocturne, allons-y. Tant que l'environnement nocturne au bout est protégé, tant que moi, astronome amateur, je peux aller mettre mon télescope et jouir, moi, personnellement, d'un magnifique ciel étoilé, peu m'importe la logique qui est derrière. Or, la logique qui est derrière, c'est encore souvent une logique capitalistique. La nuit étoilée et le tourisme nocturne, l'écotourisme nocturne est le nouveau champ d'investigation du capitalisme. Donc même jusque dans la protection environnementale de la nuit, le capitalisme est capable de s'insérer. C'est une des forces folles du capitalisme, c'est d'être capable de tout reprendre à son compte, finalement, et de tout intégrer. Alors c'est un petit peu en train de changer, avec l'arrivée de nouveaux outils qui sont finalement moins utilitaristes et anthropocentrés, puisqu'on se rend compte, finalement, une réserve internationale de ciel étoilé, son objectif n'est encore de protéger que le ciel étoilé. Donc c'est un objectif qui vise encore le tourisme, les humains, etc. Or, si on veut faire de la protection de l'environnement nocturne et plus seulement du ciel étoilé, il faut aller vers de nouveaux outils qui soient moins anthropocentrés et moins utilitaristes, qui soient des outils d'aménagement du territoire, qui soient faits pour les problématiques écologiques. Et là émerge une notion qui prend appui sur deux choses, un cadre théorique scientifique, qui est le réseau écologique. Les écologues ont montré sur l'éclairage artificiel que, suite à ces effets d'attraction, de répulsion sur certaines espèces animales, l'éclairage artificiel jouait un petit peu comme une espèce de barrière pour le déplacement de certaines espèces, ou le déplacement qui est vital pour les espèces en termes de reproduction. Les lieux de vie sont parfois différenciés des lieux de reproduction, donc il faut pouvoir naviguer, aller sur le lieu de reproduction pour se reproduire. Le lieu de prédation, qui est parfois différent du lieu où on va dormir, entre guillemets, pour l'espèce animale, ou se reposer durant la journée. Et puis on va aller sur un autre espace pour chasser la nuit. Donc il faut, pour
pour avoir un niveau de biodiversité élevé, les théories de la biologie insulaire nous montrent que justement il ne faut pas créer des îlots, mais il faut connecter les espaces de vie entre eux. Et l'éclairage artificiel peut jouer comme un effet de rupture des continuités écologiques, de ces espèces de continuités qui permettent le déplacement des espèces animales. Ça, c'est des choses, le cadre du réseau écologique, ça a été développé dans les années 60-70 dans l'écologie théorique. Et puis très vite, ça a été saisi par le politique, notamment en France. L'outil d'aménagement du territoire, l'instrument d'action publique qui est sorti de cette théorie du réseau écologique, c'est la trame verte et bleue. Voilà. On dit il faut maintenir des trames vertes, des trames bleues pour ce qui est des milieux aquatiques, pour favoriser le déplacement des animaux et faire attention quand on construit une infrastructure routière, autoroutière, ferroviaire, etc., de maintenir quand même des passages pour les animaux. Donc c'est les passages d'animaux que vous avez quand vous prenez l'autoroute par exemple. Vous avez des fois des passages au-dessus de l'autoroute pour permettre aux animaux de franchir l'autoroute et que l'autoroute ne soit pas complètement une barrière imperméable pour le déplacement des espèces. Et l'idée qui émerge actuellement en France est de dire, bon, si l'éclairage artificiel nocturne a lui aussi des effets de fragmentation des espaces de vie des différentes espèces animales, il faut traiter ça au travers d'une trame un peu spécifique qu'on va appeler une trame sombre ou une trame noire, qui n'est ni plus ni moins qu'une refonte complète de la façon dont on pense la protection de l'environnement nocturne au niveau des territoires. On l'a dit jusqu'à présent, on fait des réserves de ciel étoilé, on labellise des communes, villes et villages étoilés pour les efforts qu'elles fournissent en termes de relamping, c'est-à-dire de rénovation du parc d'éclairage public, de changement des ampoules, de sensibilisation dans les écoles aux questions de l'environnement nocturne, aux questions de la pollution lumineuse, mais ça restait très sporadique et non connecté finalement. On a une réserve internationale de ciel étoilé autour du pic du Midi, on a une réserve internationale de ciel étoilé dans le parc national des Cévennes, les deux ne sont pas connectés, les deux ne sont pas mis en réseau. Donc on a deux tâches comme ça, deux îlots, qui sont un peu exceptions au sein de la logique globale du territoire, de protection très forte de l'environnement nocturne, de protection très forte de la qualité du ciel étoilé, mais en termes écologiques, ça n'a en soi pas beaucoup de sens, si ce n'est à l'intérieur même de la réserve, où là oui, on sait qu'on va avoir un environnement sauvegardé, mais comment on connecte avec l'extérieur? Donc là, jusqu'à présent, on était dans la logique un petit peu qui a prévalu à la mise en place, par exemple, aussi des parcs nationaux au niveau mondial. C'était des zones très fortement protégées, une zone cœur très fortement protégée, une zone tampon un petit peu moins protégée, mais qui permet de faire tampon avec l'extérieur, et à l'extérieur, mon Dieu, enfin, faites bien ce que vous voulez, de toute façon, on s'en fout, nous on a fortement protégé au milieu, donc faites ce que vous voulez à l'extérieur. Maintenant, il s'agit de changer la logique avec cette entrée par le réseau écologique et de dire où sont les enjeux en termes d'éclairage urbain, de confrontation éclairage urbain, biodiversité. Ils sont aux marges des villes, ils sont dans les villes pour ce qui est de la biodiversité ordinaire. Où sont les enjeux en termes sanitaires? Ils ne sont pas dans le parc national des Cévennes, ils ne sont pas dans la zone cœur du parc national des Pyrénées ou autour du pic du Midi, il n'y a pas grand monde. Voilà, et l'éclairage n'y est pas surabondant. Les enjeux en termes sanitaires, si les médecins, si ce que sont en train de nous dire les médecins se confirme dans les années à venir sur les aspects, sur les risques en termes de carcinogénèse, sur la dérégulation de la sécrétion de la mélatonine, etc. Les enjeux sanitaires, ils sont dans les villes, là où sont les gens et là où se trouvent les niveaux d'éclairement phénoménaux. Donc il va nous falloir des outils en termes d'aménagement du territoire pour faire arriver la protection de l'environnement nocturne et plus seulement du ciel étoilé, de l'environnement au sens de ce qui nous environne, aspect socioculturel, écologique, sanitaire, jusque dans les villes. Et pour ça, le réseau est un outil très très puissant, puisque le réseau, son objectif, c'est de n'avoir ni centre ni périphérie, il est en réseau, et d'être capable d'aller se confronter à ce qu'on va appeler les territoires ordinaires. Ce ne sont pas les territoires d'ores et déjà protégés comme les parcs nationaux, les territoires ordinaires, voilà, les territoires ruraux ordinaires, les territoires du périurbain, les territoires urbains, les parcs urbains. Est-ce qu'on peut utiliser les parcs urbains
comme des réservoirs de biodiversité nocturne, par exemple. Auquel cas, il faut faire attention à ne pas suréclairer les rues environnantes du parc, pour maintenir un niveau de luminosité relativement bas au sein de ces parcs. Est-ce que les bords du Rhône, les bords de la Saône, comment on les éclaire, voilà, par rapport aux espèces de poissons qui sont à l'intérieur, par rapport aux espèces d'oiseaux qui utilisent les ripisylves, le peu de ripisylves qui pourraient rester autour de ces fleuves urbanisés. Voilà. Donc la force du réseau écologique est donc traduit en termes d'outils d'aménagement de la trame noire. C'est ça, c'est de sortir de la logique centre-périphérie, un centre fortement préservé, une périphérie plutôt dégradée, et d'aller vers une logique réticulaire, ce qu'on appelle une approche réticulaire, en réseau, qui permet d'insérer, de faire avancer la protection de l'environnement nocturne dans tous les types de territoires. En termes de gouvernance, cette trame noire, qui pour l'instant reste à l'ordre, ça reste une idée. Soyons très clairs, on a le socle de connaissances scientifiques, des points de vue écologiques, des points de vue sanitaires, n'est pas encore suffisamment solide pour être capable de cartographier précisément une trame noire. Et en fait, dans l'idée, la trame noire devrait être définie pour chaque espèce. Chaque espèce a sa propre échelle de vie. Chaque espèce a ses propres espaces de prédation, Donc si on définit une trame noire pour chaque espèce, en fait il faut tout mettre en trame noire, parce que tout s'imbrique. Donc voilà, là, tout l'enjeu actuellement dans la trame noire, c'est de passer de l'outil défini exclusivement de façon scientifique, qui n'est encore pas défini de façon solide, à un outil politique en termes d'aménagement du territoire. Et c'est là où ça rejoint la question de la gouvernance. Parce que comme la trame noire a pour vocation d'aller dans les territoires ordinaires, dans l'espace rural ordinaire, dans les espaces périurbains, dans l'espace urbain, forcément, la trame noire, elle pousse à se cogner la réalité du territoire. Et la réalité du territoire, c'est qu'on ne peut pas éteindre partout. On n'est pas dans le périurbain lyonnais ou en plein centre urbain de Lyon, on n'est pas dans le parc national des Cévennes, on n'est pas dans la zone cœur du parc national des Pyrénées. Donc, on a besoin de lumière. Donc, en termes de gouvernance, la trame noire, c'est un outil pour ouvrir fortement la gouvernance de l'éclairage urbain telle qu'elle est faite actuellement. Notamment en direction des habitants, des usagers du territoire. Tout l'enjeu, il est là, en fait. Et c'est dans ce sens que la trame noire devient un outil politique. Voilà. Moi, qu'on sache la définir scientifiquement, très précisément ou pas, j'aurais presque tendance à vous dire, je m'en fous. Je suis pas écologue, c'est pas mon boulot. Ça, c'est le boulot des écologues, de dire, ah, là, on a un seuil de sensibilité de la pipistrelle commune à la lumière artificielle qui est à 20 lux et pas à 21 ou à 19,5 comme on le pensait. Donc très bien, une fois qu'on a dit ça. Sur le territoire, comment on fait? Alors c'est facile, voilà, c'est sur des territoires qui ont des pouvoirs de police comme les zones cœur de parcs, les parcs nationaux, très bien. Le parc national, paf, dit, on fait ci, et les territoires s'alignent. Le parc national a un pouvoir de police en matière de l'environnement, on s'aligne, et derrière on fait une réserve de ciel étoilé, et on fait de la communication là-dessus. On se retrouve avec le problème que les touristes viennent avec des lampes frontales et qu'on ne sait pas comment on va les gérer par rapport à l'éclairage artificiel. Mais quand on est dans le périurbain, dans les espaces ordinaires, en centre urbain, la trame noire, l'enjeu, c'est pas de savoir à quel niveau de luminosité on va descendre. La trame noire, en fait, c'est un outil en termes de participation. Ça devient un outil politique en termes de participation. Et tous les exemples de trames noires qui sont actuellement développés dans les villes, je pense à Rennes, par exemple, où l'agence Concepto, avec Roger Narboni, tente de mettre en application, comme ils peuvent. Ils sont très critiqués par les milieux de l'astronomie, en disant... ou par certains écologues qui disent de toute façon, ce qui est en train d'être fait à Rennes, c'est pas du tout une trame noire. Non, c'est pas une trame noire du point de vue scientifique. Par contre, politiquement, ils la mettent en œuvre. Donc, qu'est-ce qui vaut mieux? Est-ce qu'il vaut mieux avoir une super définition scientifique, mais qui soit
inopérante sur le territoire, parce que de toute façon, elle ne peut pas être reprise par la réalité du territoire, elle ne peut pas fusionner, elle ne peut pas être territorialisée, elle ne peut pas atterrir en fait. Où est-ce qu'il vaut mieux des bureaux d'études ou des agences de concepteurs lumière comme l'agence Concepto ou d'autres collègues concepteurs lumière qui disent ok, ce qu'on va faire ne va pas être parfait du point de vue de l'écologue, ne sera pas parfait du point de vue de l'astronome, ne sera pas parfait du point de vue du médecin, mais au moins on tente de faire atterrir le problème. On met les politiques autour de la table, on va aller interviewer les habitants, on va aller faire des balades nocturnes avec les usagers du territoire et on va prendre toutes les formes d'expérience de la nuit, d'expérience de l'environnement nocturne, et pas l'environnement nocturne au sens d'environnement magnifié avec une magnifique ciel une magnifique voie lactée au-dessus de la tête, mais l'environnement nocturne, y compris urbain, y compris éclairé, y compris dégradé du point de vue de la qualité environnementale nocturne. On va prendre toutes ces expériences de nature, ces expériences de nocturnité, ces expériences d'obscurité, on va les poser sur la table, on va mettre en place des forums hybrides, on va mettre en place des balades urbaines nocturnes pour que les gens nous disent c'est quoi leur vécu quotidien, c'est quoi la quotidienneté de la nuit pour eux. Et là, on n'est plus dans le territoire nocturne, on est dans les territorialités nocturnes. C'est-à-dire que la trame noire, c'est ça, c'est un instrument, moi en tant qu'aménageur, c'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que je l'analyse avec mes collègues, géographes, aménageurs, politistes. C'est un instrument très puissant pour faire évoluer la gouvernance de l'éclairage urbain et faire rentrer l'habitant, l'usager, la parole normale, quotidienne, et non plus seulement mettre dans les projets d'éclairage urbain des éclairagistes, des urbanistes, des architectes, qui, oui, forcément, veulent avoir un bâtiment magnifiquement éclairé, mais qui, en termes, ça colle pas aux usages. Si ça colle pas aux usages de l'espace-temps nocturne, on passe à côté du problème. Donc ça, c'est en ça que la trame noire est intéressante, en fait. C'est sa capacité, c'est un outil à la mode. Voilà. Peut-être que dans 5 ans, on n'en entend plus parler. Mais en ce moment, c'est l'outil qui permet de sensibiliser les élus à, de sensibiliser les urbanistes à, de sensibiliser les habitants, les usagers à ce problème. Et donc de les mettre autour de la table et que chacun exprime un petit peu ses besoins. Voilà, moi je suis représentant d'un service de sécurité, représentant de la police municipale de la ville de Lyon. J'ai un besoin de lumière artificielle, je vous le mets sur la table. Oui, mais moi je suis naturaliste amateur, la protection des chiroptères, des chauves-souris m'intéresse, donc je vous mets, moi, mon point de vue sur la table, c'est celui-là. Et moi, je suis juste une habitante du quartier, je suis infirmière, j'embauche à 6h au CHU, donc je pars de chez moi à 5h. La nuit à 5h, il fait nuit, j'ai besoin d'un peu de lumière, voilà mon besoin de lumière. Et on met tous les besoins sur la table comme ça. Et puis l'élu qui dit, moi j'ai une image de marque, je suis élu de la ville de Lyon a construit son marketing urbain en ce moment sur le positionnement Lyon ville lumière. Je vous mets ça sur la table. Mais en même temps, la problématique environnementale, si je peux faire aussi bien en portant attention à la question de l'environnement, allons-y, pourquoi pas, quoi. Voyons comment on peut faire. Et forcément, cette trame noire, définie comme ça, au coup par coup, c'est ça en fait qui est intéressant dans la gestion de l'éclairage urbain, c'est qu'on sait aujourd'hui, du point de vue technique, du point de vue technologique, on sait gérer l'éclairage point par point, lampadaire par lampadaire, on sait gérer exactement le flux lumineux. On peut mettre 20 lux sur le luminaire, sur celui d'à côté on peut mettre 15 lux, on peut faire descendre de 15 lux à 10 lux ou à 5 lux quand il n'y a personne qui passe dans la rue, ça se rallume à 15-20 lux au sol quand il y a quelqu'un qui passe. Donc on sait faire de la gestion différenciée dans l'espace et dans le temps de l'éclairage urbain. Et c'est en ce sens que la trame noire, l'idée de trame noire a un avenir, c'est qu'elle permet l'adaptation locale, très fine, de ce qu'on va appeler la norme de l'éclairage urbain. Pas la norme au sens norme NF ou norme environnementale ou je ne sais quoi, pas la norme validée par la FNOR, la norme au sens de ce qui se fait habituellement. Là, on va pouvoir localement l'adapter en fonction des besoins exprimés par les usagers, par les habitants, par les différentes parties prenantes. Et c'est en ce sens qu'on ouvre complètement la gouvernance et
qu'on peut l'emmener vers une forme de gouvernance environnementale, au sens où elle prend en considération les problématiques sanitaires, les problématiques écologiques, mais aussi les problématiques de l'environnement quotidien des gens. La question de la pollution lumineuse, c'est un problème qui a capital sympathie positif. Si on peut éclairer moins, retrouver l'accès aux étoiles, repartager un petit peu d'espace-temps nocturne avec la faune, avec le vivant non humain, donc la faune et la flore nocturne, oui, allons-y. Enfin, on ne peut pas s'opposer à ça. C'est compliqué. S'opposer, en plus techniquement, technologiquement, on sait faire aujourd'hui. On sait éclairer mieux, on sait éclairer moins, là où on a besoin, quand on en a besoin, et avec le niveau, la quantité dont on a besoin. Donc c'est presque un sujet sur lequel les territoires devancent la recherche et mettent la charrue avant les bœufs, quoi. Donc on a presque les notions ou les outils d'action, les instruments d'action publique, avant même que la connaissance scientifique soit bien établie, Alors, la connaissance scientifique est jamais stabilisée, j'allais dire stabilisée. La connaissance scientifique est de fait, par définition même, jamais stabilisée. Mais là, ça va plus vite que... il n'y a qu'à voir le nombre de sollicitations par les territoires auxquels on a à faire face. Moi et mes collègues géographes, aménageurs, tout le monde aujourd'hui, tous les parcs naturels régionaux veulent faire une réserve de ciel étoilé, veulent être labellisés parc de ciel étoilé, veulent se mettre en réseau pour faire la trame noire ou une macro-trame noire à l'échelle nationale. Alors même, on ne sait pas de quoi on parle. On ne sait pas de quoi on parle. Donc il y a un besoin urgent de recherche interdisciplinaire qui mettent autour de la table des écologues, des physiciens de la lumière, des éclairagistes, des sociologues, des géographes, des aménageurs, des politistes, des élus, des citoyens, des collectifs de citoyens, des associations environnementales qui utilisent des programmes de recherche-action pour avancer sur ces questions-là. Parce qu'on est en train de définir des trucs, de tenter déjà de les mettre en œuvre sur le territoire. Certains collègues, j'ai un collègue écologue qui voudrait même qu'il y ait un cadre normatif quasiment comme il y a un cadre de la trame verte et bleue au niveau national, au niveau législatif. Il aimerait qu'il y ait un cadre législatif au niveau de la trame noire, de la pollution lumineuse. Il y a des textes de loi qui sont sortis ces dernières années, etc. Mais la trame noire, il n'y a pas de cadre à la trame noire, parce qu'on a du mal à savoir de quoi on parle. Et certains voudraient que ce soit déjà gravé dans le marbre, avant même que, scientifiquement, on ait des choses tangibles. Alors on sait, parce qu'en fait, pourquoi ça va plus vite que la musique? Tout simplement parce que, oui, l'espèce de bon sens veut que, par définition, on l'a dit tout à l'heure, l'éclairage, on l'appelle l'éclairage artificiel, il s'appelle éclairage artificiel parce qu'il est artificiel, c'est-à-dire qu'il n'est pas présent naturellement dans le milieu. Donc on sait que moins de lumière artificielle égale un environnement nocturne plus préservé. Mais c'est quoi ce moins? Qui définit ce moins? Est-ce qu'on laisse la définition du moins d'éclairage ou d'un meilleur éclairage à l'écologue? Est-ce qu'on le laisse à l'urbaniste? Est-ce qu'on le laisse à l'éclairagiste, comme on l'a fait pendant des années, au service d'urbanisme, au service d'éclairagisme? Ou est-ce qu'on le met aussi dans les mains du médecin? Est-ce qu'on le met aussi dans les mains de l'habitant, de l'usager, c'est peut-être lui quand même qui est un peu au courant de ses besoins en termes d'éclairage artificiel aussi quotidien. Donc voilà, toute la question elle est là. Dans la question de la gouvernance, c'est qui on fait rentrer dans la gouvernance, qui a voix au chapitre pour dire ce qu'est un bon éclairage. Et en fait, la question, le problème, c'est pas de filer à tel ou tel groupe, c'est de confronter et de repolitiser le problème. Voilà. Après, il y a un choix politique, mais un choix politique qui a été informé par une pluralité d'intérêts, qui ne soit pas informé par un seul intérêt, que ce soit celui des éclairagistes ou celui des écologues ou celui des aménageurs. C'est une pluralité d'intérêts. Et ensuite, on trouve un compromis, ce qu'on appelle un compromis d'aménagement. Et c'est la fabrique de ce compromis qui est intéressante. La ville, la nuit, un podcast proposé par l'association Robin des Villes.